Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous de 9 heures à 9h50 pour cette première table ronde, mais en fait de 9 heures à midi pour cette journée nationale des aidants. Nous sommes donc ensemble pendant 3 heures pour traiter du thème des salariés aidants, comment les aider. Comment concilier la vie privée et la vie dans l'entreprise, les contraintes familiales et les contraintes professionnelles. Nous aborderons donc des thématiques sur les problématiques qui sont portées par une étude, celle de Via Voice et de l'OSIRP. Nous allons donc profiter de ces expertises en commun. Alors, qui sont ces aidants professionnels ? Des proches, ou plutôt des très très proches souvent. C'est bien évidemment quelque chose que nous connaissons tous, ou personnellement ou dans notre entourage. Rappelons quelques chiffres simplement. 8 à 11 millions d'aidants en France, d'aidants non professionnels, familiaux, proches. 61%, c'est un chiffre important, d'entre eux travaillent en entreprise. Et il pourrait représenter 25% de la population d'ici 2030. C'est les chiffres que nous allons dont nous allons débattre et parler. Alors, l'objectif de cette matinée, c'est la situation des salariés proches aidants, leurs problèmes de santé physique, de santé mentale, les difficultés qu'ils ont à concilier encore une fois leur vie professionnelle et leur vie privée et les répercussions bien sûr dans le monde du travail, dans l'entreprise, sur la qualité même du travail, les performances, on verra, on parlera d'absentéisme mais aussi de ce mot un peu nouveau qui s'appelle le présentéisme, c'est-à-dire d'être là sans être là pour aller vite, et la productivité, bref, la vie de tous les jours des entreprises et des salariés. Nous verrons aussi ce que prévoit la loi, ce qu'en pensent les branches professionnelles, les entreprises et les acteurs de la protection sociale. Alors encore faut-il parler juste, précis, et c'est la raison pour laquelle l'OSIRP et Via Voice ont lancé l'Observatoire OSIRP des salariés aidants et organisé donc 3 tables rondes pour présenter les résultats de cette étude, de cette enquête sur les salariés aidants et le dialogue social. Alors, place à la première table ronde. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h moins 10, donc pour cette première table ronde, dont le thème est les enjeux de la longévité et le couple aidant-aidé. Alors avec ce constat, il y a une hausse de l'espérance de vie qui ne se conjugue pas forcément avec une parfaite santé. Et point de première importance, depuis 2015, les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 20 ans. Et ce n'est pas tout, le nombre des plus de 85 ans va tripler pour la période allant de 2017, elle est déjà commencée, à 2050, donc dans les prochaines années, avec 2 fois plus de personnes en perte d'autonomie en 2060. Alors, voyons ces enjeux de la longévité et ses conséquences sur les aidants avec nos intervenants. Alors, nos intervenants sont Marianne Monchamp, qui est présidente de la CNSA. Elle interviendra en vidéo tout à l'heure. Nous avons aussi à nos côtés François-Xavier Albouy, qui est directeur de recherche de la chaire DTTE, pour les initiés. Serge Guérin va nous rejoindre. Serge Guérin est sociologue, spécialiste de la longévité, du care et des aidants. Pierre Mayer, directeur général de l'OSIRP. Je vous donnerai la parole et je vous présenterai un peu plus en détail après. Et Magali Monsavoir, qui est en quelque sorte, qui nous accompagne de son expertise, qui est sociologue et qui représente la Via Voice, puisqu'elle a contribué bien évidemment à la mise en place de cette étude. Je vous propose, pour entrer dans le vif du sujet, que nous écoutions tout de suite Marianne Monchamp. Et je vous donnerai la parole après.
Le 6 octobre est désormais une date inscrite à nos agendas pour y consacrer la journée nationale des aidants. Et quand on se mobilise sur ce sujet, en fait, les différentes études vont nous permettre de focaliser sur 2 chiffres importants. Le premier chiffre, c'est que l'aide que l'on accorde, que l'on apporte à un proche en situation de handicap ou bien en situation d'avancée en âge, de perte d'autonomie, ça correspond à peu près à 1 journée par semaine. Quand on y réfléchit, 1 journée par semaine, c'est pas tout à fait l'épaisseur du trait. Cela veut dire que 1/7 de son temps est consacré en moyenne aujourd'hui à l'aide que l'on apporte à un proche. Mais l'autre chiffre qui vient en quelque sorte densifier le raisonnement, c'est celui de l'âge moyen de l'aidant. L'âge moyen de l'aidant, il est de 39 ans. Ça amène une déduction toute simple. C'est que dans leur grande majorité, les aidants qui aident, qui sont actifs dans l'aide, sont des salariés en activité. Alors aucune entreprise de France ne peut, en 2021, négliger le fait que dans ses effectifs, un nombre significatif de ces salariés, connus ou ignorés, affichés ou cachés, est aujourd'hui un aidant. Un aidant qui doit concilier une vie professionnelle, une vie de travail et l'aide apportée à son proche. Je pense profondément que notre système de protection sociale, sans l'aide des proches aidants, ne tiendrait pas. Et qu'aujourd'hui, c'est la clé de voûte d'un système qui non seulement supplée un besoin d'assistance bien naturel dans les tâches de la vie quotidienne, mais remplit, qui plus est, une fonction absolument centrale, qui est celle de l'aide affective, de l'accompagnement présentiel aux côtés de la personne, sans lequel la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et donc, que l'entreprise aujourd'hui, de façon raisonnée, consciente et en responsabilité sociale, prenne en considération la place de ces aidants, qui sont par ailleurs des salariés, me paraît être un enjeu absolument décisif pour plein de raisons, qui sont des raisons rationnelles, de bon sens et de responsabilité sociale. Parmi ces raisons, il y a l'enseignement que nous devons tirer de la crise Covid. Pendant la crise Covid, de très nombreux salariés ont dû concilier, au fond, la protection de leur santé et le travail. Ça a porté le doux nom de télétravail. Télétravailler, eh bien, cela veut dire être chez soi et concilier dans son environnement familial et personnel les exigences d'une activité professionnelle et cette situation privée, intime, qui est celle d'un lieu de vie, qui est le lieu ordinaire de la vie de chacun. On voit bien le lien que l'on peut faire dans cette société qui a appris du télétravail, le lien que l'on peut faire, disais-je, entre la situation des aidants et la situation et les nouvelles organisations du travail et la nouvelle façon d'appréhender aujourd'hui le travail. Le lien, la porosité entre la sphère privée et la sphère professionnelle s'est amenuisée avec la crise Covid. Et elle s'est amenuisée plus encore pour ceux qui sont en situation d'aider, d'accompagner, c'est un proche, un conjoint, un enfant, un parent, en situation de handicap, en situation de maladie chronique ou en situation d'avancée en âge. Le deuxième élément, c'est que là où naguère nous parlions des pénibilités, et c'est un sujet qui m'est cher, il nous faut maintenant concevoir une nouvelle approche de la pénibilité. Non pas celle que l'on connaît sur le lieu de travail du fait de la difficulté des tâches et de l'usure au travail, mais celle qui tient à la conciliation des vies. Être un aidant et travailler génère une acceptation plus complexe de la complexité des situations de travail et au fond de ce stress que l'on connaît naturellement dans la vie active. Ne pas se préoccuper de cela, faire l'impasse sur cette dimension et sur cette relation beaucoup plus poreuse, je le disais, entre sphère privée et sphère professionnelle, se traduit par une perte de chance redoutable pour l'aidant, qui peut se trouver disqualifié durablement, qui peut même être dans certains cas à arbitrer
sur la cessation de son activité ponctuelle, c'est le congé proche aidant, et la loi l'y invite désormais. Les entreprises ont intérêt à accompagner la disposition légale de toutes sortes d'assouplissements, et je sais qu'aujourd'hui, dans la négociation collective, c'est un véritable sujet, porteur d'espoir, porteur de progrès social, mais parfois, hélas, à interrompre le contrat de travail tout simplement parce que les deux vies sont inconciliables. Dans une société qui doit tout faire pour que la reprise soit efficiente, dans une société qui doit se préparer à faire face à ce choc du vieillissement, et c'est un phénomène planétaire, la question des aidants salariés devient une question qui dépasse même les enjeux de protection sociale et les enjeux d'humanité que l'on peut leur assigner. Alors je souhaite que cette journée soit riche d'échanges, riche de propos, et que nous en tirions tous les enseignements dans nos entreprises publiques et privées, dans nos vies, et que résolument, à travers la porte qu'ouvre la création de la 5e branche autonomie, nous apprenions tout simplement que la personne en situation de perte d'autonomie, elle est augmentée de ses proches, augmentée de sa famille, qui lui permettent d'être ou non un citoyen à part entière. Belle journée nationale des aidants en ce 6 octobre. Eh bien, effectivement, belle journée nationale, ce 6 octobre. Alors, Pierre Mayer, François-Xavier Allouy et Magali Monsavoir, je vais vous faire rebondir sur les propos tenus par Marianne Monchamp. Il y a quand même énormément de choses qui sont dites en 7 minutes, et bien évidemment, ça demande à être expliqué et illustré. Alors, Magali Monsavoir... c'est un joli nom pour une sociologue et pour quelqu'un qui va nous expliquer un petit peu ce qui a été dit. Moi, ce qui a été fait par Via Voice et donc au CIRP sur ce sujet, Marianne Monchamp parle de clé de voûte d'un système d'entraide, d'assistance, etc. C'est un mot assez fort, enfin, clé de voûte. Est-ce que vous partagez cela ? Ouais, clé de voûte, je trouve que le terme est très juste. Et après avoir écouté les experts, j'irais même jusqu'à dire que l'aidant arrive à ce rôle de variable d'ajustement, en fait, de tout un système. Pour reprendre vraiment la façon dont nous avons procédé, on a écouté 37 experts. 37 experts issus de milieux, d'horizons totalement différents, aussi bien des scientifiques, des acteurs associatifs, des acteurs des DRH, enfin bon, vraiment tout type d'experts. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'ils parviennent tous à ce rôle central dont vous parlez, mais ils parviennent tous à dresser un panorama en fait de l'aidance aujourd'hui qui est assez surprenant dans ses constats et qui donc valorise effectivement le rôle des aidants. Et dans le premier constat donc que l'on observait, il y a ce rôle de transition démographique. On est vraiment dans une situation très atypique. Vous signaliez déjà la longévité. Peut-être qu'avec dans ce panorama, donc la transition démographique qui est pour nous l'arrivée justement d'une génération nombreuse, celle des baby boomers, qui tant mieux, avec une longévité qui va être plus grande, mais qui, dans le même temps, les expose, eux et leurs familles, à plus d'aidances, et avec, pour les 10 ans qui viennent, une situation qui est souvent même dépeinte par nos experts comme une véritable bombe à retardement. Donc, on est dans un état critique insolite en termes démographiques. Le deuxième constat qu'ont fait nos experts sur ce panorama, c'est celui de la limite du système de prise en charge des aidants et des aidés. Parce que l'on attribue à un manque d'anticipation, que l'on l'attribue à un manque de politique volontariste, peu importe, force est de constater que les structures d'accueil sont aujourd'hui insuffisantes pour les aider, comme pour les aidants qui ont besoin de ces structures de répit, de repos. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une véritable carence et qu'elle est encore plus forte selon les territoires en France. Troisième constat qui nous était donné de l'état aujourd'hui de l'aidance, c'est la souffrance des aidants qui relève à la fois du tiraillement
entre sa vie personnelle, sa vie sociale, sa vie professionnelle, de la culpabilité de ne pas forcément pouvoir arriver à vraiment aider ses proches, de la charge énorme que on doit avoir auprès de ses parents, mais aussi de ses enfants. Donc on voit qu'on a vraiment une génération sandwich qui subit véritablement une double peine et qui est aujourd'hui dans un état de charge mentale, mais aussi financière, qui conduit à un épuisement très, très, très fort. Et c'est vrai que cette dimension de souffrance est très présente dans les discours et malheureusement, elle intervient souvent un peu trop tard quand il y a vraiment une plus forte dépression chez les aidants. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très, très, très important. Et le dernier, sur ce diaporama, c'est celui de la question du financement. On sait que le reste à charge est encore très lourd pour les aidants. On sait également que l'État et la sécurité sociale ne parviendront pas nécessairement à combler tout ce vide. Donc, l'autre partenaire, c'est celui de l'entreprise. Et le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est que ce sont les grands groupes qui, aujourd'hui, sont à même de pouvoir apporter un accompagnement fort et concret à leurs salariés, tandis que les autres sont obligés d'aller chercher dans leur congé payé pour pouvoir répondre aux besoins de l'aidance. Donc, on voit que c'est une clé de voûte, mais c'est surtout une variable d'ajustement parce que cet aidant compose au mieux qu'il le peut sur les carences du système et sur ce qui est donné. Donc, il y a véritablement ce point-là. Et il y a un deuxième point, donc il va falloir vraiment saisir l'urgence de cette situation. Et le deuxième point, c'est celui d'une véritable politique volontariste parce que culturellement, on se rend compte que nos sociétés ne sont pas prêtes encore à traiter de cela. Et qu'aujourd'hui, on est encore dans une situation de déni assez générale sur cette situation de l'aidance. Quand on parle de déni, on parle évidemment du déni de nos sociétés qui ont du mal à accepter, à intégrer la vieillesse et donc soit la dénigre, soit lui donne des dimensions très, très, très négatives. Donc là, il y a un gros travail, mais je dirais vraiment de fond. Ce qui est peut-être plus accessible et qu'on peut maintenant transformer, c'est peut-être le déni aujourd'hui de l'entreprise qui considère l'aidance soit comme... alors, pas pour les gros, dont on a parlé tout à l'heure, mais d'une manière générale, qui va considérer l'aidance soit comme un coût pour l'entreprise, soit comme un sujet relevant de la sphère privée. Bien sûr, donc, bien sûr. On n'intervient pas et dernier point sur lequel, là aussi, il faut vraiment agir, c'est le déni des salariés aidants eux-mêmes, qui, soit parce qu'ils n'ont pas conscience de l'être et ont le sentiment simplement de faire leur rôle, de jouer leur rôle, soit parce qu'ils n'osent pas le prononcer, parce qu'ils n'y voient pas d'intérêt, parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, d'être entravés dans leur carrière. Mmh. Donc on voit qu'il y a un vrai travail à faire évoluer ça. Et c'est vrai que dans l'étude que l'on a réalisée, on s'est rendu compte, donc auprès des salariés aidants, on s'est rendu compte qu'à 74%, ils ne se prononçaient pas. Donc ce qui reste quand même très important, ce niveau de non-déclaration de sa situation. Ça veut dire que 74% des salariés dans l'entreprise ne disent pas à leur employeur qu'ils sont salariés aidants. Exactement. Donc on voit qu'il y a un vrai... il y a un vrai levier à activer de ce côté-là et c'est là où on se rend compte qu'aussi, beaucoup, ils composent avec des congés payés pour s'en sortir. Pour terminer le diaporama et du coup laisser la parole aux experts, je voudrais revenir sur deux chiffres que commentait Marianne Monchamp et qui sont vraiment là pour nous surprendre. Le premier, c'est la moyenne d'âge d'entrée dans l'aidance et il est de 39 ans. Alors, effectivement, nous avons tous été un peu surpris de cet âge qui est effectivement incroyablement jeune. Oui, nous on pensait que c'était des gens de 50 ans, voire un peu plus, ou de jeunes retraités. Exactement, on a toujours cette image-là. Alors, sur le 39 ans, petite précision scientifique, si je puis dire, évidemment, on a un effet Covid. On a un effet Covid parce que durant cette période un peu atypique que nous venons de vivre, nombreux salariés ont dû aider leurs parents et donc ça fait un peu baisser le... Deuxième paramètre, c'est que nous sommes dans l'univers de l'entreprise. Notre étude se présente vraiment sur l'entreprise elle-même, donc l'âge est plus bas. Mais
on peut quand même se dire que même quand on va faire, puisque l'idée d'un observatoire, comme vous le précisiez, c'est justement de renouveler les études et de suivre les indicateurs d'une année sur l'autre, même si l'année prochaine, on a un âge qui est plus élevé, ce que l'on constate quand même, c'est que on n'est pas sur des personnes qui partent en retraite, on est sur vraiment les forces vives de l'entreprise, qui occupent des postes clés d'encadrement, qui ont des compétences. Donc, il y a tout un savoir-faire et des compétences dans l'entreprise qu'il est aujourd'hui important d'accompagner. Et enfin, sur le 8h03 par semaine que demande l'aidance, on voit bien que là aussi, ça justifie, ça explique en tout cas la situation d'épuisement dans laquelle peuvent se retrouver les salariés aidants, mais ça montre aussi que la seule réponse du congé payé aujourd'hui ne peut pas être suffisante et qu'il y a un véritable, là encore, accompagnement à faire ressortir, notamment le congé aidant, etc. Voilà, sur ces trois slides que je voulais vous préciser. Bien, merci Magali. Effectivement, ça bouscule pas mal d'idées reçues. On va aller encore plus loin. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment pour les chiffres et les lettres, comme on dit, à l'instar d'une célèbre émission. Serge Guérin va nous rejoindre après, lui aussi, en tant qu'expert. Je vais commencer avec vous, François-Xavier Albouy. Alors, je vais quand même dire en quoi vous êtes un expert, parce qu'il y a beaucoup d'experts, mais c'est intéressant de savoir quelle est leur expertise vraiment. Alors, et vous m'arrêtez si je me trompe, vous êtes directeur de recherche donc de la chaire Transition démographique, Transition économique. Vous avez créé la revue Risque, que les assureurs connaissent bien, travaillé comme consultant auprès d'Europad et de la Banque mondiale. Vous avez rejoint ensuite le groupe Malakoff-Médéric. Vous avez été directeur de la prospective du développement international. Et surtout, vous êtes l'auteur, entre autres, enfin le co-auteur de pas mal d'ouvrages, mais co-auteur de L'erreur de Faust, essai sur la société du vieillissement, en collaboration avec Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur, paru en 2019, donc je vais vous vieillir un peu quand même. Non, c'est parce que ce matin, il y avait le plus vieux Français qui est mort, 111 ans, 100, je ne sais plus. Ah oui. C'était, voilà, donc... mais vous êtes beaucoup plus jeune, en tout cas, vous ne faites pas votre âge. Oui. Alors, donc, François-Xavier, la question que je voulais vous poser... même si les aidants sont de plus en plus jeunes, Magali parlait d'une entrée en âge, le terme est juste, de 39 ans, le chiffre est bon. Oui. Les proches aidants peuvent être des travailleurs expérimentés. Pourtant, on est considéré dès l'âge de 50 ans comme un senior dans l'entreprise. Alors, comment favoriser leur maintien à l'emploi? Avant que vous répondiez, bonjour Serge. Bonjour. Je vous en prie. Et je vous poserai à vous aussi une question. Je sais que vous avez déjà vu le film de Marianne Monchamp. Je voulais vous en remercier. François-Xavier, alors... Oui, mais tout ça est le produit de la transition démographique. C'est-à-dire... du fait assez extraordinaire que 4 à 5 générations coexistent, et du fait assez extraordinaire aussi qu'on va en gros passer entre un quart et un tiers de notre vie à la retraite. Et évidemment, la contrepartie de ça, c'est qu'on se retrouve avec ce mur de la dépendance, qui est d'ailleurs assez difficile à éviter du point de vue médical, hein, et qui s'applique à nous, et qui ne va que grandir et forcir, puisque le nombre de dépendants, en gros, c'est 2 millions de personnes aujourd'hui en France. Ça va passer assez rapidement à 4 millions quand les baby-boomers vont arriver après l'âge de la retraite, à l'âge de la dépendance. Donc tout ça est assez logique et donc un peu prévisible. Et puis, il y a 2 choses qui sont assez aberrantes dans ce paysage. C'est, on sait par toutes les enquêtes, et la vôtre est totalement remarquable, on a fait des études économétriques qui vont exactement dans le même sens. Il y a à peu près 20% de la population active qui est en situation d'aidance. Et tu lui as dit toi-même, ça va passer à 30% ou je sais pas quoi. Enfin bon, ça ne peut qu'augmenter. Donc c'est un risque massif. C'est vraiment un risque massif. 20%, c'est à côté, les accidents de la route, c'est de la blague. C'est un risque massif. Et en même temps, il est silencieux. Et c'est un risque silencieux parce qu'il est vécu avec douleur, etc., dans l'intimité
des familles et que finalement on ne cherche pas à le déclarer. Alors il y a plein de raisons pour lesquelles on ne cherche pas à les déclarer, on va y revenir parce que c'est le nœud du débat. Et je crois que la bonne manière de poser les choses, mais c'est un avis personnel qui peut être discuté, c'est de sortir du stade de la compassion par rapport à ce risque pour rentrer un peu dans l'efficacité. On constate que bientôt un quart de la population active est en situation d'aidance. C'est plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'il y a aussi le besoin d'aider, on l'a vu, la solidarité entre les générations, le Covid, tout ça montre qu'il y a une empathie naturelle à aider ses aînés, et ce qui en gros fait une civilisation, quoi. Oui, enfin, on vit ensemble. Oui, on vit ensemble. On l'a redécouvert. C'est pas non plus... Et donc, il faut s'adapter. Et cette idée qu'évoquait Marianne Monchamp, moi, que je trouve très bonne, c'est cette idée de perte de chance. Alors, le problème, c'est que la perte de chance, si ça arrive au moment dans la vie active où on est censé être le plus... monter dans la carrière, grimper dans la carrière, etc., évidemment, il y a un tiraillement. Est-ce que je vais prendre la direction du projet à Lyon alors que maman est très malade à Blois? Je ne peux pas. Donc, j'ai une contradiction. Et là, il y a une perte de chance. Et c'est ça qu'il faut accompagner. Enfin, je crois que du côté de l'entreprise, et vu les coûts que ça représente et les problèmes de management que ça va représenter, c'est vraiment cette perte de chance qu'il faut accompagner. Et là, on a des idées, des solutions. Ça serait bien prétentieux, mais on a pas mal d'idées. Quelques idées rapidement. Très rapidement... on voit que tous les dispositifs on voit que les entreprises soient grandes ou petites, il y en a que 2 à 3% qui se déclarent des aidants. Bon, voilà. Donc ils n'ont pas perçu qu'ils allaient perdre quelque chose, et que d'abord sur leur santé, et qu'il y a peut-être moyen de socialiser, sinon mutualiser ce risque, de le partager avec les autres. Alors, il y a des idées, moi je crois beaucoup, pour l'avoir vécu dans des entreprises, à la valorisation des acquis de l'expérience d'une manière ou d'une autre. Parce que vous avez des salariés un peu introvertis, modestes, enfin qui se retrouvent un jour confrontés avec des problèmes logistiques et de ressources humaines qui sont énormes. Il faut coordonner l'agenda, faire en sorte, etc. Et avec des patients, des aidés, qui ne sont pas toujours très simples. Enfin, la relation aidant-aidé, elle est quand même aussi très compliquée. Au bout d'un moment, et c'est dans la nature des choses. C'est absolument dans la nature des choses. Et donc, il faut dire à ces gens-là, mais attendez, quand on vous met à disposition des plateformes de services, ça c'est très important. Évidemment, vous faites toujours partie de l'entreprise, vous pouvez continuer à travailler. Et puis, on mettra en place un retour à l'emploi. Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Alors, je vais être très cynique, et c'est assez... froid, mais on n'est pas aidant pendant des années et des années, à part sur le cas des enfants handicapés, où c'est encore un autre problème, mais qui est... mais on va pouvoir l'aborder, cette question aussi. Il va falloir l'aborder, la perte d'autonomie et le handicap. En gros, l'enfant handicapé, on est responsable, y compris de lui, après sa mort, puisqu'il faut s'occuper aussi des solutions de sa retraite, entre guillemets. Donc, c'est quand même un truc... voilà. Et donc, il faut mettre en place des solutions de retour au plein emploi avec, en disant, ce que vous avez fait est normal. Il y a une autre chose qu'a dit Marianne Monchamp, que j'ai trouvé tout à fait intéressante, puis j'en terminerai, c'est de dire, si on ne s'en occupe pas, le système de protection sociale explose. On est tous à peu près d'accord sur le fait qu'on ne va pas continuer à augmenter jusqu'à l'infini les cotisations au système de protection sociale, et que ça pose d'énormes problèmes, en particulier sur le marché du travail. On est d'accord, ok. Mais si on n'appuie pas les aidants, le système de protection sociale explose. Et si on n'appuie pas les aidants, on augmente ce qu'on connaît peu en France. Les gens ne se déclarent pas. Et quand on recrute des salariés, là, on cherche à recruter toujours des salariés qui sont les meilleurs, donc qui se battent entre entreprises, etc. On ne met pas en valeur ce que fait l'entreprise en matière d'aidants. Or, ça les concerne, peut-être parce que l'âge a diminué de manière considérable, mais aussi parce qu'ils l'ont autour d'eux, dans leur famille. Et enfin, si ces jeunes salariés diplômés, on voit des collègues ou des collaborateurs qui viennent leur dire qu'ils ont un problème, ils disent « Mais pourquoi tu ne t'adresses pas au système ? Il y a un système qui est mis en place. » Merci François-Xavier. Non, c'est très bien. Vous aurez l'occasion, de toute façon, de nous en reparler d'une manière ou d'une autre. Mais merci. Serge Guérin, je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes sociologue, spécialiste de la longévité du care, du rôle des aidants
nous le savons tous, vous êtes aussi encore un professeur. Vous êtes directeur scientifique du pôle santé INSEC, membre du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, et fondateur des États généraux de la seniorisation de la société. Vous présidez l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. Je pense que je fais court. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est vos publications. Vous avez publié Les Quinquados chez Kalman Levy en 2019, La Silver Economy avec Dominique Boulbès en 2018, La guerre des générations aura-t-elle lieu avec Pierre-Henri Travoileau qui est paru chez Kalman Levy en 2017. C'est dire que la guerre des générations, non pas la guerre des boutons, hein, c'est Louis Pergaud, je crois. Alors, dans les propos tenus par Marianne Monchamp, elle dit quelque chose, elle dit finalement, cette aide, cette relation aidant-aidé et ce qu'il faut faire, ça dépasse les enjeux de la protection sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire deux choses. La première, ce qu'on avait essayé de montrer à l'époque, quand on a commencé à s'intéresser à cette question, il n'y avait pas un chiffre, et le terme qui était utilisé, c'était les aidants naturels. Ce qui voulait dire quand même globalement que si c'est naturel, on ne va pas s'en occuper, et puis globalement, c'est les femmes qui s'en occupent, on ne va pas non plus commencer à comptabiliser tout ça, quoi. Et il y avait un petit peu ça derrière, et laissons faire comme ça, c'est super. Finalement, ça arrange tout le monde, ils s'en occupent, ils règlent la question, et puis c'est moral, c'est normal. Mais non, c'est pas moral, normal, et ainsi de suite. Il n'y a pas que des femmes et autres. Et donc d'abord, la question, c'était... Oscar Wilde disait le cynisme, c'est connaître le prix de tout et la valeur de rien. Et donc il y avait besoin quand même de mettre aussi un peu le prix dans tout ça. C'est-à-dire que, alors nous on avait fait un calcul avec un groupe d'aidants. Moi j'ai eu 1 au bac, hein, donc je suis pas un grand mathématicien, mais l'arithmétique ça va à peu près 1 + 1 = 2, ça globalement. Voilà. Donc on avait fait à l'époque le seul chiffre qu'il y avait, c'est 8,5 millions de personnes en situation d'être aidant. Depuis, on parle de 11 millions et ça dépendrait comment on compte, on pourrait rajouter, ainsi de suite. Mais finalement, on pourrait tellement rajouter qu'on finirait parce que tout le monde le soit. Puis on avait dit, c'est 20 heures en moyenne et puis on avait pris 19 € de l'heure. On arrivait à 168 milliards d'euros. Ah oui, donc évidemment, je me souviens d'avoir discuté avec la ministre à l'époque, Michel Delaunay, en disant il y a 168 milliards d'euros. Alors, les vrais économistes mettent des chiffres plus bas, hein, mais n'empêche que. Et je lui dis, en face... pourriez peut-être mettre un peu d'argent pour soutenir les aidants. Et c'est vrai, quand elle avait vu le chiffre, elle a dit, ah oui, c'est vrai que... Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait une problématique de chiffres. Ensuite, une problématique de réalité humaine, du nombre de personnes qui sont concernées. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, finalement, ça aide la protection sociale de deux manières. Ça aide la protection sociale en coût, et puis ça aide la protection sociale parce que finalement, la meilleure manière d'aider des aidants, c'est qu'il y ait des professionnels du care, des professionnels du soutien. Or, ça aide aussi parce qu'il y a un déficit de professionnels et d'une certaine manière, c'est bon, puisque Madame Michu le fait. Hein, donc il y a un petit quelque chose autour de ça. Et donc derrière, c'est de dire, l'enjeu, il est celui des représentations. L'âge, la fragilité, c'est pas très bien. Nous, on est des performeurs, c'était la performance, ainsi de suite. Non, il y a aussi d'autres réalités. De ce point de vue-là, le Covid a plutôt aidé, puisque des gens ont découvert qu'ils pouvaient être fragiles. Et dans les entreprises, on a découvert aussi le nombre de gens qui étaient dans ce type de situation. Et donc, c'est cette question de valorisation, de revalorisation, par exemple, du vieillissement, puisque l'entrée quand même majeure, elle est celle-ci. Plus il y a de gens très âgés, plus il y a une situation avec un risque de devoir les accompagner, même si l'étude qui est passionnante, qui est sortie, que vous avez faite, on voit que c'est 39 ans l'âge. Donc c'est-à-dire que ça peut durer aussi, d'ailleurs, très longtemps. Alors c'est la question, en effet, des enfants touchés par un handicap. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses autour de tout cela. Mais donc on voit bien qu'il y a cette question-là, qui est vraiment une question très très forte. C'est finalement derrière, c'est souvent un paravent, un prétexte ou une bonne solution pour ne rien faire. Et pendant des années, collectivement, on s'est dit, c'est pas mon problème, ça va se régler dans le huis clos des familles, ça va être très bien comme ça, c'est les femmes qui vont s'en préoccuper et tout va bien. Et à un moment donné, on se dit, c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Ça a un effet sur les entreprises parce que quand les gens sont aidants, du coup, on voit bien, absentéisme qui s'accroît. En moyenne, on estime 16 jours de plus d'absentéisme. On sait que quand les gens ont une problématique, d'un seul coup, pendant la journée, c'est les mêmes heures, ils travaillent aux mêmes heures que les autres. Oui. Donc je dois appeler la sécurité sociale, que sais-je encore, au même moment. Donc du coup, c'est aussi du temps que je prends. Et puis dans l'ambiance générale, dans le collectif, c'est quand même compliqué quand d'un seul coup, mais Robert ou Raymond ou je ne sais qui, mais elle bossait super bien. Puis là, tu as remarqué depuis quelques temps, elle part, elle n'est pas tout à fait à l'heure, la réunion elle n'est pas venue, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il lui arrive et elle n'a pas nécessairement dit qu'elle a telle ou telle problématique. Donc ça a aussi un effet sur la globalité de l'entreprise. Et c'est vrai, on parle souvent de marque employeur et tout ça. Même pour des gens plus jeunes,
rentrer dans une entreprise où on dit on fait attention à ces sujets-là, c'est quand même aussi plus positif. Donc pour les entreprises, c'est vraiment un sujet, c'est pas un petit sujet. D'ailleurs, je voudrais dire qu'au moment de la Covid, il y a eu une grande surprise chez les DRH, c'est que 78% des Français disaient « je trouve légitime et normal que l'entreprise se préoccupe de ma santé ». Alors qu'avant, on pouvait se dire, c'est pas le problème, l'entreprise, c'est l'entreprise, la santé, c'est la santé. Et ben non. Et donc, les DRH, qu'ils le veuillent ou non, les entreprises, qu'elles le veuillent ou non, elles sont aussi concernées. Elles sont concernées parce que si quelqu'un est plus fragile, il travaillera moins bien, mais elles sont aussi concernées parce que, tout simplement, il y a cette demande sociale. Et puis, il y a une dernière demande sociale aussi après, à prendre en compte, c'est finalement c'est la question de l'égalité femmes-hommes. Globalement, c'est toujours aujourd'hui les femmes qui s'en prennent le plus. À se préoccuper des enfants qui sont malades, à se préoccuper d'un parent qui va pas bien, ainsi de suite. Donc du coup, dans cette ardente obligation d'une égalité femmes-hommes plus forte, la question des aidants ou de l'ensemble de la prise en compte des fragilités joue. Alors, on voit à quel point ça concerne l'entreprise, évidemment. Magali rappelait d'ailleurs que beaucoup d'aidants ne se dévoilent pas, justement pour les raisons que vous venez d'expliquer, entre autres, Serge et François-Xavier. Alors, et puis on oublie peut-être aussi de dire que les aidants vivent souvent moins longtemps que les aidés, tellement la charge qui est la leur est importante. Alors, Pierre Mayer, vous êtes, comme je l'ai dit, directeur général de l'OSIRP. Alors, je rappelle que vous avez aussi un long passé, malgré votre jeune âge. Vous avez été conseiller ministériel au cabinet du ministre des Affaires sociales et puis au cabinet du Premier ministre. Vous avez été directeur du recouvrement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOS. J'espère que vous êtes tous en règle avec vos cotisations. Et vous avez été directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. J'ai rien oublié, il y en a d'autres, mais bon, voilà. Alors, très bien. Deux choses. Marianne Monchamp, ça a été relevé d'ailleurs par François-Xavier, parlait de perte de chance dans l'entreprise. Je voudrais que vous nous en parliez un petit peu, puisque vous avez abordé ce thème dans France Info ce matin, lorsque vous étiez interviewé. Et puis, vous dirigez l'OSIRP. Vous êtes donc un spécialiste si j'ose dire, des ruptures de vie. Alors le veuvage, justement, la perte d'autonomie, le handicap et les situations d'aidants. Et donc, un acteur de la prévoyance. Comment vous envisagez le vieillissement de la population ? Comment fait-on face à ça, lorsqu'on a vos responsabilités ? Déjà, il y a beaucoup de questions. Oui, absolument. Donc, je vais commencer peut-être par la première. La question, c'est ce qu'a dit Serge Guérin, c'est d'abord, est-ce que je me reconnais comme aidant ? Est-ce que je m'auto-qualifie comme aidant ? Est-ce que je peux considérer que c'est naturel, au fond, de passer un petit peu de temps par semaine pour m'occuper d'un grand-parent ? Parce que je pense qu'on ne parle pas des petits-enfants, c'est une question qui est émergente, ou bien sûr d'un parent. Il y a cette première interrogation. Puis il y a la deuxième interrogation, c'est une fois que je m'auto-qualifie comme aidant, est-ce que je suis prêt à le dire à l'employeur ? Donc là, il faut rappeler le chiffre de l'enquête, 26% des salariés disent qu'ils ont informé leur employeur de leur situation d'aidant. Donc c'est peu. Alors je pense que c'est aussi lié à une situation, parce que Serge Guérin a eu raison de dire, au fond, on parlait des aidants naturels, et puis c'est vrai qu'on avait tous en tête l'image de cette dame qui est un peu plus jeune que son mari et qui s'occupe de son mari. Donc la dame déjà âgée, en fait, qui s'occupe de son mari encore un peu plus âgé. Bon. Et puis on a eu cette révélation il y a quelques années qu'il y avait les aidants, c'était en fait un salarié, une personne, un aidant sur deux était en situation d'activité professionnelle. Donc ça veut dire que c'est une population à laquelle il faut s'intéresser. Et c'est vrai que là aussi, la séparation très forte, très marquée, très marquante sur ça c'est la vie professionnelle, ça c'est la vie personnelle, privée, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les ressources humaines, qui a beaucoup marqué les partenaires sociaux, qui a quelque chose qui est très ancré encore. Et là, de ce point de vue-là, la crise du Covid-19 bouscule ou a bousculé quand même fortement
cette séparation. Parce que là, d'un coup d'un seul, finalement, le travail se passe où? Il se passe à domicile. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, l'employeur doit quand même s'intéresser à ce qui se passe au domicile de ses salariés. Alors évidemment, avec des garde-fous, on est d'accord. Bon. Alors, de manière générale, sur la question, effectivement, pour la prévoyance, la question du vieillissement, de l'avancée en âge, de la transition démographique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, on a eu un papy boom au niveau de la retraite à partir des années 2004-2005. Donc, les gens nés en 45 arrivant à l'âge de 60 ans. On va avoir un nouveau papy boom qui est différent, qui est le boom de la dépendance, de la perte d'autonomie, qui va arriver lorsque les personnes nées en 1945 vont arriver donc à l'âge de 80-85 ans. Donc ça veut dire à partir de 2025-2030. C'est pour ça qu'on parle de ce mur. Hein. Tout le monde parle de ce mur, il faut l'expliquer, ce mur. Bien sûr. Et ce mur, c'est pas pour prendre une métaphore de vélo, c'est pas un col à passer et après il y a une redescente sur une vallée riante. C'est en fait, on monte et on reste sur un plateau, je dirais, à haute altitude pendant 20, 25, 30 ans. Et c'est ces années qui sont d'ailleurs passionnantes à essayer d'imaginer et d'anticiper. Les années 2030 à 2050, voire 2060, sur comment va fonctionner tous nos dispositifs de protection sociale, comment va fonctionner, je veux dire, le travail salarié. On voit que le taux d'emploi en France, il est quand même nettement plus bas que le taux d'emploi en Allemagne. Donc tout ça, c'est des questions qui sont des questions essentielles sur l'avenir de notre protection sociale. Bien, effectivement, hein, c'est beaucoup de questions. C'est une situation inédite, en fait, tout à fait originale et qui mérite qu'on se mobilise à l'évidence pour cette grande cause. Moi, je voulais vous remercier de votre expertise et de vos propos. On va poursuivre avec d'autres tables rondes pour notamment parler plus spécifiquement des salariés et ensuite avec notre troisième table ronde des branches professionnelles des entreprises, puisque vous avez bien fait de dire que cette séparation vie privée et vie dans l'entreprise, à laquelle on est très attachés quand même tous les uns les autres, c'est un peu normal, c'est à prendre et à regarder tout à fait autrement maintenant, ne serait-ce aussi qu'en raison des obligations qui pèsent sur l'entreprise. On demande finalement à l'entreprise de créer du bien-être aussi, ce qui, a priori, n'était pas dans dans sa mission. Voilà, tout à fait. Alors, je voulais vous remercier tous les quatre, et puis nous allons nous retrouver pour notre prochaine table ronde dans quelques instants. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci pour votre expertise. Et je crois que les choses ont été très clairement dites. Merci.